Josephine. I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 63 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Aujourd'hui, je vous propose de partir au Danemark pour y suivre le déroulé d'un parcours de PMA. Si l'on pense systématiquement à ce pays pour son accès facile aux banques de sperme, en revanche, on y pense moins quand il s'agit de réfléchir à nos destinations de parcours. Je n'ai pas de statistiques, mais clairement le Danemark n'est pas un pays de première intention. Émilie et Anna ont reçu cette recommandation par le biais d'un forum, et on sait comme il est précieux d'être aiguillé et conseillé dans nos parcours. C'est un soutien d'une valeur immense. Émilie le dit, elle a trouvé dans cette clinique le cocon qu'elle recherchait, la bienveillance et la reconnaissance de sa famille dont elle avait besoin pour se sentir en confiance. Si c'est un pays connu pour son ouverture, son accès difficile, si on peut dire, le déporte clairement des premières réflexions que nous menons. L'avion reste le moyen de transport le plus simple pour s'y rendre et nous n'avons pas tous un aéroport proposant une ligne vers le Danemark accessible. Je vous propose ce témoignage parce que c'est une possibilité, une très belle destination et surtout un pays proposant encore des donneurs semi-anonymes, alors qu'il y a maintenant peu de pays le permettant. Je vous laisse découvrir le parcours d'Émilie et Anna et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. J'ai répondu à ta sollicitation entre guillemets, tu m'as raconté ton parcours et j'ai été assez étonnée, alors pas curieuse parce que finalement ça reste une destination qu'on connaît, mais en fait j'ai été étonnée de ne pas avoir encore traité ta destination, enfin la destination dans laquelle vous avez fait votre PMA. Je vais pas en dire plus pour le moment. Et puis je précise que si je l'ai traité mais sur une parentalité solo, donc là c'est encore une composante différente. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me présenter ta famille ? Bien, pas de souci. Donc, moi, je suis Émilie, j'ai 36 ans, je vis depuis 5 ans avec Anna, avec qui j'ai une petite fille qui a aujourd'hui 20 mois, qui s'appelle Léa. On s'est rencontrés il y a 6 ans. En fait, la rencontre était un petit peu un pur hasard. Je venais d'aménager depuis une semaine dans mon appartement, et puis une copine qu'on avait en commun l'avait invitée à la soirée, donc j'ai ouvert à la porte. Voilà, elle était là. Et alors, coup de foudre immédiat ? Bah non, pas forcément. Je n'attendais pas. Après, c'est vrai qu'on s'est revus seuls rapidement, au bout de quelques jours, et puis après, de fil en aiguille, je viens de dire, le charme a opéré. Pour Anna, en fait, c'était un peu une surprise. Juste avant, elle sortait d'une relation de 13 ans avec un homme, donc ça a été un peu la découverte et révélation en même temps la concernant. Oui, ça n'a pas dû être simple non plus de passer le cap, quoi. Voilà, finalement c'est plus elle qui a emboîté les choses pour la relation, hein, parce que moi je suis plutôt ce qu'on appelle une grande gueule, et puis voilà, c'est elle qui a fait le premier pas finalement, ce qui peut être surprenant, et tant mieux pour nous. Clairement. Et peut-être que tu peux préciser maintenant, parce que Anna a une particularité dans sa nationalité. Oui, Anna est bulgare. D'accord. Donc voilà, donc on en parlera très certainement dans la suite de l'épisode, parce que je pense que ça doit conditionner certaines choses, mais toujours est-il que pour elle a dû passer le cap, et que tu sois bulgare ou français ou de n'importe quelle nationalité, c'est un cap à passer. Oui, voilà. Tout à fait ça. Ok. Et alors,
Donc elle, ça faisait 13 ans qu'elle était avec un homme, donc je Oui. suppose qu'elle avait dû réfléchir, d'ores et déjà à la parentalité, qu'elle s'était peut-être projetée? Bah, oui, en fait, tout à fait, on en a parlé, très rapidement, je pense dès notre premier rendez-vous qui était p enfin moi je savais pas vraiment que c'était un premier rendez-vous, hein, j'avais pas Mmh mh. je C'est-à-dire? voyais juste quelqu'un comme ça, voilà, OK et puis en fait, on a pu parler de nos relations, passées respectives, à savoir que finalement on avait en commun de nous être séparés. Bon moi j'étais avec une femme, mais on s'était séparés pour, finalement la même raison, des personnes qui à ce moment-là ne souhaitaient pas s'engager, par exemple acheter, un appartement ou avoir même un enfant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pour nous était, essentiel, donc on a abordé le sujet, bah, sans déjà être ensemble très, très rapidement. Bah oui, tu m'étonnes. Enfin, si c'est les raisons de vos séparations respectives, c'est quand même un Oui, sujet voilà. relativement important à aborder. Oui, mais c'était un pur hasard, hein. C'était vraiment, on parlait un petit peu, bah, de nos expériences respectives et puis, voilà, elle me parlait qu'elle s'était séparée depuis quelque temps, enfin depuis pas très longtemps, ça faisait, quelques mois et voilà, c'est venu naturellement dans la conversation. D'accord. Et vu que c'était votre premier rendez-vous sans que vous le sachiez, je suppose que vous êtes pas du tout projetés à ce moment-là dans le fait de vivre une parentalité ensemble? Ah non, pas du tout, non, vraiment pas du tout. C'est arrivé peut-être, on en a parlé, bah, on s'est mis ensemble peut-être, 15 jours plus tard, parce qu'on s'est vu 1 ou 2 fois, voilà. Moi, je savais pas avant qu'il se passe quelque chose, 10 minutes avant, qu'elle arrive chez moi, je savais pas ce que j si j'avais des intentions. J'étais un peu perdue parce que comme c'était une amie en commun, qui nous avait fait, nous rencontrer, moi, je me suis dit: «Ah, vis-à-vis de cette amie, je peux pas déconner, il faut que je sois sérieuse», donc voilà, Oui, nécessairement. il y a la petite pression et puis après, ben, en fait, on a tenté notre histoire et puis au bout d'un moment, on en a reparlé, parce que voilà, on voyait que ça commençait à venir sérieux et ben, moi quelque part, je voulais pas, répéter l'histoire, de m'engager et puis d'être déçue, d'avoir un stop, éventuellement, dans ce projet-là. Mmh. Et du coup, je t'ai pas demandé, mais vous vous êtes mis ensemble, en quelle année? En 2016, juin 2016, OK, 2016. d'accord. Et alors, toi, enfin, tu t'étais projetée dans la parentalité, pas forcément avec, Anna, mais tu t'y étais Mmh. projetée. Est-ce que tu avais réfléchi à comment? Parce que Anna, pour elle, l'idée, elle est enfin, c'était assez simple. Je veux dire, elle Oui, était avec un bah, homme, donc bon, a priori, le comment, il était acquis. Mais est-ce que voilà. toi, tu y avais pensé? Alors, j'y avais pensé, pas de manière très approfondie. Je savais, j'avais entendu parler de la PMA, j'avais entendu parler beaucoup de la Belgique, un petit peu Mmh. de l'Espagne et puis quand le sujet a commencé vraiment à arriver avec, Anna, on a été sur un forum, on a entendu, enfin on n'a pas entendu, on a vu quelqu'un qui parlait du Danemark et puis après finalement on a commencé, à s'intéresser, un petit peu à ce pays. On a échangé quelques messages avec la personne pour avoir son ressenti et puis, ben, on a choisi, de s'orienter vers ce pays. D'accord, oui, donc Mmh. du coup, vous avez complètement mis de côté parce que finalement, le Ou Danemark, c'est pas si accessible que ça. Je sais pas où vous êtes, localisés, mais c'est pas forcément le pays le plus accessible? alors, oui et non, nous concernant, parce que nous sommes en région parisienne et D'accord, pas très, très loin de l'aéroport d'Orly. Donc, oui. pour nous, finalement, peu importe le pays, on est, en avion, c'est assez accessible. Et bah, c'est vrai que bon, le Danemark, c'était à 2 heures d'avion et en fait, on s'était un petit peu posé la question par rapport à comment on souhaitait procéder. Au début, on s'était posé la question de est-ce qu'on ferait, un petit peu une insémination artisanale, essayer de par nos propres moyens avec un donneur que nous connaissions ou pas, après, enfin, il y a eu tout un tas de je pense de questions que tout le monde se pose au final au moment de se lancer dans le projet et puis après on s'est dit: «Oui, mais si on passe, par une PMA à l'étranger, est-ce qu'on souhaite, un donneur, enfin, est-ce que nous souhaitons choisir un donneur? Est-ce qu'on veut un donneur, anonyme, semi-anonyme?» Donc ça a été vraiment tout un tas de questions. Est-ce qu'on peut choisir ce donneur? Et à ce moment-là, toutes ces questions, on avait pu les poser, alors je me rappelle plus du tout du nom à cette personne sur le forum. Et donc en fait, elle nous a dit, mais au Danemark, en fait, on pouvait choisir nous-mêmes le donneur et puis que c'était aussi une clinique bon, au plein centre de Copenhague, très pratique d'accès et ça faisait vraiment un peu
une petite clinique un peu cocooning, un peu familiale, donc dans lequel dès qu'on rentre dedans, on se sentait à l'aise. Et c'est vrai que finalement, ça nous a semblé évident d'aller au Danemark. Oui, et cette personne-là, elle était identifiée comme, peut-être personne, apporteuse de couple, on va dire, pour la clinique, ou c'était quelqu'un qui était passé par ce Alors, parcours-là? en fait, c'était quelqu'un qui est passé par ce parcours et qui nous a conseillé la D'accord. clinique. Elle nous a conseillé aussi un gynécologue très ouvert sur Paris. Donc finalement, nous, on a écouté ses conseils et on a pris le même gynécologue. On a été à la clinique au Danemark. C'est qu'elle nous a apporté quelques conseils qui nous étaient précieux parce que nous avons, à l'époque, donc faut nous enlever à peu près 3 ans. Donc nous avions 37, Anna allait avoir 37 ans ou 36 ans au moment où on commençait à réfléchir maternité. Moi, j'avais 33 ans, donc on disait bon, ne perdons pas trop de temps et puis et puis voilà. Après, on a été voir ce gynécologue en région parisienne qui, en effet, lui, donc accompagne des couples de femmes depuis des années dans des PMA à l'étranger. Bon, alors pour un gynécologue un peu gay-friendly, il avait des fois des petites phrases qui pouvaient être un peu étranges. On expliquait notre projet, donc il nous a bien reçus, c'est un fait, mais quand on a dit nos âges, moi ça me fait rire. Je dis souvent à Anna, elle lui dit non mais traitons l'urgence en parlant d'elle parce qu'elle était plus âgée et que 36, 37 ans, c'était pas forcément un âge très bien. C'était limite warning, quoi. Au secours, c'est une urgence, là. Je tombe enceinte Mmh. vite. Bah, ça dépend vraiment des cliniques, hein. Il y a des cliniques qui effectivement, refusent un premier accès trop tard. Après, Oui, pour la suite, voilà, ça roule, mais le premier accès, bon. oui, lui, il voyait que ça pouvait être peut-être qu'elle allait être moins fertile. Bah, bien sûr, après, là, je peux influer, mais ça pouvait être plus compliqué. Donc, voilà, il disait, bon, encore, moi, j'ai quelques années de rab, elle, c'est plus compliqué. Alors qu'on a que 3 ans d'écart en soi. Mmh. J'avoue, c'était rigolo. 2, 3 fois, il avait des petites punchlines comme ça. Donc bon, faut prendre avec du recul. Moi, comme ça ne me visait pas forcément, ça me faisait rire, mais bon, voilà, c'était pas forcément la chose à dire au moment où on essaie d'avoir un enfant. Et ça a été long, hein, le parcours quand même. On n'a pas réussi du premier coup, donc c'est vrai que c'était à chaque échec, c'était un peu compliqué d'entendre ça. C'était un peu, ouais. Mouais, je Mm. me doute bien. Et alors c'est quand même génial que vous ayez une personne qui ait partagé, toute, son expérience et qui, vous ait guidé, Mm. parce que c'est tellement important dans ces parcours quand on sait pas de vers quoi on se lance, d'avoir quelqu'un référent. C'est vraiment chouette. En fait, c'est qu'autour de moi, j'avais pas forcément de couple, que ce soit de femmes ou d'hommes qui avaient eu des enfants. Donc, je savais pas trop. J'avais pas forcément de personnes vers qui me retourner. Donc, c'est vrai que on a échangé un petit peu sur ses idées, son parcours, on s'en inspirait. Après, on n'a pas forcément échangé plus que ça. Et c'est vrai que nous, ça nous a rassurés, ça nous a conforté dans notre choix comme quoi oui, c'est faisable. Et puis, ce pays semblait, en tout cas, correspondre à nos attentes. Mmh. Et alors du coup, vous commencez par aller voir le gynéco en France? Oui, oui, oui. En premier lieu, avant d'appeler la clinique même? Alors, je crois que c'était comme ça. Oui, nous avons d'abord appelé ce gynécologue. Nous avons eu rendez-vous avec lui et on lui a expliqué qu'on souhaitait s'orienter donc vers la clinique du Danemark. Il avait déjà un petit peu travaillé avec eux, même s'il a plus Mmh. tendance à travailler avec la Belgique. Oui, c'est classique. Voilà, oui, c'est un peu l'un des pays en général quand on parle de PMA à l'étranger. Les 3 quarts du temps, ça reste les gens connaissent, ont entendu parler de la Belgique ou de l'Espagne, mais très rarement du Danemark. Donc Oui, c'est ça. C'est pas forcément un pays de première intention, effectivement. oui, nous c'est un pur hasard, hein, parce que même moi quand je parlais au tout début avec Anna d'avoir un enfant, de PMA, j'étais pas du tout au courant du Danemark. Pour moi c'était Belgique et puis voilà, j'avais ça en tête. Ouais, Ouais. c'est ça. Et alors du coup, lui, donc il avait déjà travaillé avec le Mm. Danemark, donc je suppose qu'il avait conscience ou notion de certaines habitudes peut-être de cette clinique-là? C'était la même clinique, avec laquelle il avait Oui, travaillé? oui, oui. Donc c'était la Stork Clinic au plein Mmh. centre-ville de Copenhague. Et donc il nous avait prescrit quelques examens à faire Mmh. parce qu'il savait très bien ce qu'allait nous demander la clinique au Danemark. Parallèlement où on commençait à faire les examens, on a pris contact avec la clinique et en lui disant en expliquant notre projet.
Et en disant qu'on avait déjà un début de suivi avec un gynécologue en France qui nous a prescrit tel ou tel examen, donc ça complétait un petit peu ce qu'ils allaient nous demander. Et derrière, la clinique nous a demandé un entretien en visio pour un petit peu faire connaissance, vraiment expliquer, qu'on puisse expliquer notre projet, et puis si on avait connaissance des droits que pouvait avoir la deuxième maman, parce que aussi c'est ça, c'est ce que j'aimais beaucoup avec cette clinique, c'est qu'ils me prenaient vraiment en compte. Moi, dans le projet, c'était pas, donc il y avait la partie bien sûr médicale propre à la maman qui allait recevoir, l'échantillon, mais là, moi, j'étais vraiment pris en compte, et ils avaient vraiment à cœur de savoir si moi je savais quel droit j'allais avoir. À l'époque, fallait se marier, donc on leur a dit oui, c'est en projet. Il y avait plein de, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté cocooning familial. Ça me tenait à cœur, et c'est tout ce que j'ai retrouvé. Ouais, bienveillant Voilà. dans l'accompagnement. C'est Ouais. tout à fait D'accord. ça. Et donc cette première visio, donc ils te prennent en compte, évidemment, hein, c'est assez logique qu'ils prennent en compte le couple, et puis chez eux c'est tellement ancré dans la culture depuis des générations que Oui. ça paraît complètement logique. Est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'ils te disent un petit peu quel va être le parcours? Est-ce que vous pouvez parler de tout ça ou pas du tout? Oui, donc on a parlé du parcours, comment ça allait se passer. On en avait déjà parlé avec le gynécologue, donc nous on a pu dire ce qu'on savait. Donc finalement, ça a été plutôt rapide. En plus, par chance, il y avait là-bas, il y a des personnes qui parlent français, donc l'entretien, moi j'étais un peu stressée parce que j'ai un niveau d'anglais qui est assez moyen, et donc ça s'est bien passé. Par la suite, ils nous ont demandé vers quel genre de donneur on allait se situer, si on s'était déjà un petit peu renseigné sur différents sites, comment ça allait se passer. En fait, là, ça allait devenir un peu plus, on va dire, l'organisation proprement dit des premiers essais. Donc voilà, on a dit qu'on attendait juste de faire tous les examens, parce que ça correspond à des cycles, à certains jours du cycle, et puis qu'une fois qu'on avait tous les résultats, qu'on allait leur envoyer, et dès que possible, commencer les premiers essais. À savoir, ce qui était drôle pour l'anecdote, c'est qu'à chaque fois qu'on avait des examens à faire, on n'était jamais chez nous. On s'est retrouvés, je crois que c'était au 1er novembre, quelque chose comme ça, à faire des examens à Lyon, qu'il fallait faire à tel jour du cycle d'Anna. Donc, il fallait trouver l'endroit, tout était fermé, on a passé 3 heures au téléphone. Et ça tombe toujours sur les jours fériés. Le vidéo, on l'a fait dans une chambre d'hôtel en Allemagne, parce qu'on était en week-end à Berlin. Donc voilà, c'est toujours des petites anecdotes comme ça par rapport aux examens. Sur le coup, on est en stress, on se dit oh là 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 là, faut qu'on trouve à tel endroit, on n'est pas chez nous, on n'a pas ça. Mais finalement, après le recul, on rigole bien tout ça. Ouais, c'est clair. Et vous l'aviez eu rapidement, ce premier rendez-vous? Oui. C'est une clinique qui est très très réactive. Dès qu'on avait une question dans la journée, même la demi-journée maximum, on avait une réponse. D'accord, ok. Bon, c'est bon à savoir parce que ça reste hyper important, certes, d'avoir un accès facile, mais surtout de savoir que tu peux avoir une réponse hyper rapidement, quoi. C'est hyper rassurant. Oui, et en français. Parce que ça... Et en français, oui, oui. Surtout que le danois, c'est quand même pas simple comme langue. Là-bas, ils sont plutôt calés au niveau des langues, parce qu'ils sont très à l'aise avec l'anglais, et puis tant mieux pour le français. C'est aussi ça. Moi, ça peut être un frein. S'ils m'avaient posé des questions en anglais, j'aurais bafouillé, j'aurais pu comprendre un mot sur deux. Et puis voilà, ça aurait été. Oui, c'est rassurant de pouvoir parler dans sa langue maternelle dans ce genre de cas, de contexte. Ah oui, c'est mieux. Et alors du coup, donc ce fameux visio, donc que du coup vous avez fait en Allemagne, il vous donne un ordre d'idée des délais d'accès pour le premier essai? Mais alors en fait, c'est très rapide. Il suffit que, de mémoire, on a fait ce visio, ça devait être fin janvier, début février. Et puis ils nous ont dit, dès que vous avez les résultats, si vous avez un donneur, vous nous faites, ça fait un peu bizarre comme ça, vous nous faites livrer le sperme, et puis le prochain cycle, c'est parti. C'est vraiment très très rapide là-bas. Donc là, c'est vous qui avez la charge de chercher le donneur et de commander les paillettes et de les faire livrer, c'est ça? C'est tout à fait ça. D'accord, ok, oui, parce que c'est différent dans certaines cliniques, dans la plupart d'ailleurs, c'est plutôt eux qui sélectionnent les donneurs. Là, c'était pour ça, c'est qu'on avait vraiment envie de pouvoir choisir. Donc après, c'est vrai que ça faisait, quand on racontait ça à nos proches, avec qui on pouvait en parler, parce qu'on n'a pas forcément parlé à tout le monde de suite de ce projet. C'est vrai qu'on disait, oui, pour moi, ça fait un peu comme un magazine, on met des critères, et puis après, on regarde, et
c'est vrai que on s'était basé sur mes critères physiques à moi. Donc, blonde aux yeux bleus, un blond, quand j'étais petite, très clair, parce qu'on est parti sur ma couleur de cheveux quand moi j'étais toute petite, donc c'était très très blanc, limite albinos, quoi. Et on s'est dit, Oui, parce que d'accord. sur le site où on est allé, c'est Syros. En fait, on peut voir des photos des donneurs quand ils étaient bébés ou qu'ils avaient 1 an ou 2 maximum. Donc, Mhm. après, ça prend du temps de choisir, parce que c'est aussi une pression de se dire, mais pourquoi on choisit, qu'est-ce qu'on choisit. Enfin, c'était. Après, c'est pas parce qu'on choisit quelqu'un qui est blond aux yeux bleus que l'enfant sera blond aux yeux bleus, que voilà, c'est tellement aléatoire la génétique. Nous, on s'était Complètement. concentré sur quelqu'un qui était en bonne santé, à peu près ma taille, ou un peu plus grand, enfin une taille plutôt, voilà, autour d'1 mètre 80. C'est des détails. Après, Et vous aviez fait un choix sur l'anonymat du donneur? oui, nous on a choisi un donneur semi-anonyme, c'est-à-dire que à sa majorité, s'il le souhaite, elle pourra prendre contact avec la clinique pour avoir accès aux coordonnées du donneur. Mhm. Ça, c'était une volonté non négociable, c'est ça qui vous a fait partir au Danemark? Oui, c'était non négociable, parce qu'on se D'accord. disait, si un jour elle a des questions, si elle se dit, tiens, mais je te ressemble pas, qui je ressemble, enfin, voilà, tous les genres de questions qu'un enfant peut se poser. On s'était posé vraiment, on s'est interrogé, est-ce qu'on lui laisse la possibilité. Après, voilà, ce sera à elle de choisir à sa majorité. Nous, on lui expliquera les choses au fil du temps, en fonction de ses questions. Et si elle souhaite, on lui laisse la possibilité. Hein, c'est son choix, on le respectera. Si elle ne veut pas, c'est son choix aussi. Si enfin voilà, on s'était posé la question, si on a la possibilité, pourquoi pas. Alors bien Mhm. sûr que quand on conçoit des enfants, ça peut avoir un impact financier. Et c'est vrai que de choisir un donneur semi-anonyme, ça n'a pas le même coût qu'un donneur anonyme, hein, sur les banques de sperme. Bien sûr qu'il y a je sais plus combien c'est en plus, mais c'est 200 euros, 300 euros en moyenne plus cher, la paillette. Ouais, il y a une vraie Voilà, différence. donc c'est Il y a une un vraie coût. Et différence. c'est que quand on se dit, ouais, peut-être que ça marchera pas du premier coup, donc ça veut dire, voilà, on rajoute, mais on se dit, bon, Mm, mm, ces mm. questions n'auront peut-être pas de prix pour elles. Donc, Oui, complètement, complètement. Non, mais tu penses déjà pour ton enfant et c'est normal, enfin, au bien-être de ton oui, enfant alors que bon, c'est certes, il est là, il est déjà dans votre tête et en vous, mais il est pas là non, physiquement encore et c'est vrai que des fois, on fait des choix, on sait que ça va l'impacter, quoi. C'est oui, hyper important de prendre en considération ces oui, données-là. oui, tout à fait. Et donc du coup, vous faites livrer vous avez trouvé facilement votre donneur ou ça a été, Oh, ça long? a été long. Parce que Anna et moi, en fait, on a deux personnalités totalement différentes. C'est ça qui est drôle. Puis on va pas s'attarder sur les mêmes choses. Moi, dans ce que je recherchais, j'étais moins tatillon, blond aux yeux bleus, les cheveux très clairs, et puis quelqu'un qui n'a pas de maladie héréditaire éventuellement. J'étais plus ciblée là-dessus. Et puis sur la photo, on se dit, tiens, il a un air malicieux, un air coquin, vivant. Moi, je m'attardais juste à ça, en fait. Après, Mmh. Anna était peut-être un peu plus tatillonne sur des détails qui pour moi sont totalement insignifiants, mais pour elle avait de l'importance. Donc du coup, on s'est fait 2-3 soirées sur nos ordis séparés, à bien lire parce que c'est long, et puis des fois à écouter, parce que des fois il laisse aussi des messages vocaux. Des fois il y a aussi une lettre, donc écrit en anglais. Donc moi, le temps que je Ouais. comprenne, bien Mmh sûr, ça me prend plus de temps. Et voilà, on s'est fait une liste chacune, et puis après on essayait de trouver des noms en commun. Donc pas de bol, il n'y en avait pas. Oui, j'allais te demander, est-ce que vous en avez eu un en commun? Alors en fait, il y en avait un qui, moi, j'avais mis sur une liste de second choix, j'ai envie de dire, et qui était en Mmh. commun chez Anna. Donc on a fait plusieurs tentatives avec ce premier donneur qui Mmh. n'ont pas marché. Donc du coup, D'accord. on s'est dit, ouh là là, bon, on va peut-être changer, parce que toujours avec la classe légendaire de ce gynécologue, il nous a dit, non, mais lui, il a pas assez de motilité vu de votre âge. Pour une fille de 25 ans, ça passe, mais pas avec votre âge. Donc on s'est dit, ah, et ça, vous auriez peut-être pu le dire 2-3 essais avant quand même. C'est ça. Bon, au moins il l'a précisé, Ouais, mais bon. ouais. Bah, toujours avec les petites punchlines, et puis, Mmh, c'est ça. ouais, et puis c'est après, bon. Moi, je rigolais, mais c'est que Anna, qui subissait les examens, qui subissait toutes les petites choses, que
Il y a même eu de la stimulation hormonale, donc au bout d'un moment, ça joue aussi sur elle, sur ses humeurs, sur ce qui allait, elle commençait à le prendre mal, donc finalement, on a changé de site. On est allé sur, je crois que c'était le nom European Sperm Bank, et où là, bon, les prix sont un peu moins chers. Tu me dirais. D'accord, moi ça Voilà. Ah ouais, non, mais parce que, mine de rien, en fait, c'est que nous, on avait fait, chacune, on avait des petites économies, et on est conscient de la chance qu'on avait d'avoir ces économies, c'est que finalement, on a essayé tous les mois des essais. Je sais que je suis consciente de cette chance que beaucoup de personnes doivent attendre plusieurs mois, voire années pour pouvoir faire plusieurs essais. Nous, on s'est dit, bon, quand même, nos économies, ça commence à se vider, et on s'est dit, bon, ok, ils sont un peu moins chers. Là, on a recommencé. Et moi, je dis, Anna, par contre, je passe pas autant de temps à chercher. Regarde ce qui t'intéresse, et moi, je ferai une sélection, je choisirai dans ta sélection. Et puis là, elle avait passé encore du temps, et elle avait sélectionné une dizaine de profils, et là, dans ce site, c'est qu'on voit directement les photos des donneurs enfants, et moi, j'en ai vu un, je me suis dit, oh là là, lui, physiquement, l'air qu'il avait, les cheveux, tout, il est malicieux, sans lire, c'est lui que je le sens. C'est lui. Je le sens, et après, j'ai lu son descriptif, parce que là, pour le coup, sur ce site-là, pareil, il y a un gros profil avec des questions de manière générale. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Est-ce que vous êtes étudiant? Bon, ça, c'est les choses basiques, mais il y a aussi, est-ce que vous avez voyagé? C'est quoi votre plat préféré? Des choses un peu plus... Voilà, à la limite, on peut s'imaginer des petites choses, et puis la famille, tout ça. J'ai vu que moi, ça correspondait, pas de souci d'un point de vue héréditaire au niveau des maladies. Et puis après, je restais sur ma première impression. Moi, je suis comme ça, c'est dès que je vois un truc, je me dis c'est ça, je peux pas changer d'idée, donc... Ouais. Allez, c'est lui. Et... Tu l'as senti. Ouais. Ah ouais, je savais pas. Et puis elle aurait pu m'en montrer 30 000 autres. Non, j'étais bloquée dessus. Je crois que j'en ai lu sur les 10 qu'elle a dû me montrer. J'ai dû lire peut-être 2 autres comme ça par politesse, mais j'étais bloquée. Et alors du coup, vous êtes parti sur Oui. celui-ci? Donc on a fait, parce que là on a fait au total, je crois, 4-5 essais. Avec lui, on a dû faire peut-être un essai d'insémination classique, et bon, ça n'a pas pris. Et là, on a dû commencer les premiers essais, je crois que c'était en mars ou en avril, vraiment par là. Et puis plus le temps passait, plus donc il y avait des stimulations hormonales, et plus les échecs étaient très mal vécus par Anna, parce que elle se sentait coupable de pas réussir bien à sûr. tomber enceinte. Moi, je ne subissais pas tout ça, donc moi, de l'avoir mal. Alors bien sûr, j'étais déçue que ça ne marche pas, mais de voir surtout Anna souffrir, moi, ça me faisait vraiment du mal. Et c'est bien qu'un jour, elle me dit non, mais j'en peux plus, faut arrêter. J'ai dit ce week-end, on part, on se change les idées et on réfléchit après. Ouais, non, mais et puis là, on s'est dit on va tenter une FIV, parce que ça sert à rien d'essayer. Il y a peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas, et peut-être qu'en passant par une FIV, ça nous laissera plus de chances que ça marche. Et la clinique, vous l'avez pas proposée avant? Non, eux, ils étaient prêts encore à nous proposer peut-être un ou 2 essais comme ça. Et puis on en a parlé finalement avec le gynécologue en France, qui pour le coup, il s'est montré super compréhensif, et au contraire, il nous a encouragés à continuer dans le sens de la FIV. Donc, au bout d'un moment, on rappelle le Danemark pour un peu donner suite, parce qu'ils nous demandaient quand même, ils nous envoyaient des mails pour savoir comment on allait, est-ce que ça avait marché, tout ça. Donc là, on parle de la FIV. Là, nous propose un peu les forfaits, parce que c'est toujours pareil, si on parle d'argent avant tout. On sait que oui, bien sûr. C'est du business. Voilà, c'est un business. Donc là, on se dit on réfléchit, on voit nos comptes, là, on se dit c'est un peu la dernière chance, sinon faut qu'on refasse des économies. Donc on dit allez, ils nous ont proposé plusieurs formules, donc on s'est dit allez, c'est parti, on tente une FIV avec les mêmes donneurs, parce qu'on avait commandé plusieurs paillettes, on avait commandé 3 d'un coup. D'accord. On se dit allez hop, ça nous fera plusieurs essais, et puis il nous restait qu'une paillette de ce donneur. On les appelle fin juin, et courant juillet, Anna est allée, j'avoue, toute seule faire le prélèvement. Parce que moi, j'étais partie en colonie au Japon, donc j'étais loin d'elle. Mais toujours, mais il m'arrivait toujours des petites choses, donc c'est vrai que j'étais pas sereine, mais je sais pas pourquoi, je sentais que ça allait marcher comme ça. J'étais pas sereine pour elle, parce que je connaissais son état d'esprit, je savais qu'elle était pas bien de ce qui se passait, qu'elle culpabilisait, mais là, moi, j'ai toujours beaucoup de... En fait, je sais pas, je sentais que ça allait être le moment, que ça allait arriver.
Et j'avais beau lui T'as une bonne ouais, intuition. je fonctionne beaucoup à l'intuition. Donc, je savais, elle, bon, à chaque fois, elle dit, mais non. J'ai dit, si, tu vas voir. Si je te dis, c'est que c'est comme ça. Bon, finalement, elle a fait la FIV, elle a fait le prélèvement, ça s'est plutôt bien passé. Je crois qu'ils avaient prélevé quelque chose comme 16 follicules, ce qui est énorme. Ah oui, C'est c'est beau, énorme. c'est C'est beau. énorme. Ah, là, ils m'ont surstimulée. Elle passait par toutes les émotions possibles. Une puce, elle se fait partout, puis elle se mettait à pleurer des fois sans raison. Elle était méconnaissable. Ouais, bah oui, ça joue énormément, hein, les Ah hormones. ouais, non. Moi, j'y croyais pas du tout au début. Et Anna est quelqu'un quand même d'assez pudique sur ses ressentis. Et là, pour le coup, c'était plus la même personne. Donc c'était Ouais, tu m'étonnes. déstabilisant, mais après, donc ils ont réussi à avoir 16 follicules. Avec la paillette, ils ont réussi à en féconder 9. Et puis après, là-bas, ils observent un peu l'évolution à J plus 4 ou 5, je me rappelle plus. Et au final, il y avait 6 petits œufs qui avaient pris. Ce qui est pas mal en soi. Wow. Ce qui est très bien, ce ouais. qui est vraiment très bien. Donc finalement, au mois d'août, la clinique est fermée, donc ce qui permettait à Anna de faire un break dans tout ça, de pouvoir. On est parti en vacances aux États-Unis, on s'est changé l'esprit. Vraiment, elle est revenue sereine, apaisée en France. Et puis début septembre, allez hop, on retournait au Danemark. Cette fois-ci, je venais avec elle. Et puis on tentait une insémination, une nouvelle pleine d'espoir. Beaucoup plus détendu que les mois précédents. Donc un transfert là. Voilà. D'accord. Et premier transfert, ça a marché. Enfin, moi, je savais à peu près quand est-ce que Anna devait faire un test de grossesse ou une prise de sang. Je savais à peu près à 2-3 jours près, mais je n'avais pas la date, elle ne m'avait pas dit, et je lui avais toujours dit, attention, si tu me le dis, faut faire un peu un effet de surprise ou quelque chose, et elle m'a fait une sacrée surprise. Moi, j'étais entraîneur dans un club de foot. En fait, elle est venue, moi, je la voyais pas trop de loin, je vois pas. Et puis, je vois une silhouette et je dis à une copine, je dis, mais c'est qui la fille là-bas, là? Je dis, c'est Anna. Je dis, mais elle porte un truc, ça lui ressemble pas. Et puis, je m'approche et là, avec les copines, et puis là, je la vois avec un pull où dessus, il y a écrit Maman ours. Et en fait, c'était le code pour dire que ça avait marché. Elle était venue avec ce pull, et là, moi, j'essaie de me retenir de pleurer devant mes amis, parce que toujours un mode grande gueule, mais j'en pouvais plus. J'ai pris le pull, et je suis allée dans le vestiaire, après, puis je vois une copine, j'ai dit, je crois que je vais être maman, en fait. C'est magique, hein. Oui, tu m'étonnes. Après, tout ça s'est étalé sur combien de temps? Tu veux dire entre le moment où on a commencé à faire les démarches, le gynécologue, et le moment où on a su qu'Anna était enceinte? Voilà. C'était sur 10-11 mois à peu près. 10-11 mois, d'accord. Et je peux te demander si tu as encore notion de combien ça vous a coûté par essai à peu près, sans compter la FIV pour le coup? Tout compris, je crois que FIV, les allers-retours, les nuits à l'hôtel, le gynécologue, ça a dû coûter autour de 15-16 000 euros. Oui, d'accord. Et je suppose que la FIV devait tourner autour de quelque chose comme 5 000 euros. Je crois que c'était ça. Et du coup, après, les inséminations étaient autour de combien? Tu te souviens, 1 000 euros, quelque chose comme ça? Alors, je sais qu'à chaque fois, on comptait à peu près 1 000 euros par essai en comptant la paillette, le déplacement et puis le geste médical. Et il y avait aussi, peut-être même plus de 1 000 euros, parce qu'il y avait aussi le gynécologue qui, quand même, nous prenait un gentil forfait non remboursé, bien sûr, de 400 euros par mois. Le gynéco français? Oui. Waouh! Alors, il était gentil, mais je pense très sincèrement que je ne retournerai plus le voir. Parce que tu m'étonnes. On était un peu on était novices, pleines d'espoir, et c'est vrai que on a suivi un petit peu les conseils de la personne avec qui on a échangé sur le blog. Ouais, c'était 400 euros, mais il voyait Anna, il faisait 2-3 échos, et puis allez hop, c'est parti, les 2-3 échos, et puis de quoi nous faire un petit papier pour les hormones. Bien sûr, les hormones sont pas forcément remboursées. Surtout à l'époque. Ça aussi, ça à prendre en compte. Et puis, voilà. Donc, au bout d'un moment, on se dit, est-ce que on cache la petite mention non remboursée qui est mise à côté ou pas, ou comment ça se passe? Parce que voilà, il y a pourtant ça fait pas si longtemps, finalement, ça fait 3 ans qu'on était, là, il y a 3 ans, on était dans les essais, on allait commencer. Ouais, à l'époque, fallait mettre la petite mention non remboursée, parce que c'était, comme vous avez dit, vous faites une procédure clandestine. C'est un peu violent. C'est très violent d'entendre ça. Non, en fait.
Techniquement, c'était le cas, mais en vrai, Oui. enfin, voilà. Ouais, ouais, Je veux dire, d'entendre ça, c'est horrible d'entendre ça. c'est injuste, c'est Voilà, injuste. voilà, Ouais, c'est horrible c'est d'entendre clairement ça. injuste. Mais bon, Mmh mh. après, on était conscients, donc on s'était posé la question. Est-ce que on fait pas un petit coup de, on efface ça par ordinateur c'était vraiment. Bah, ouais, tu Mais moi, je m'étonnes. suis tellement en mode, mais si on se fait prendre, on va en prison. Enfin, je suis Mmh. dans un délire. Bah, oui, oui, non, mais ça se comprend. Enfin, il y a un moment donné où, tu pas envie de commencer à concevoir un bébé dans l'illégalité, même si quelque part on était dedans, mais, Oui, bah oui. d'en rajouter une couche, tu vois? Ouais, voilà. Donc bon, Mmh. finalement, nous, on s'est dit bon, allez, on essaye, et puis, on lâchait je crois, les 400 € par mois. Et puis, au bout d'un moment, quand le Danemark il nous dit ouais, mais on peut encore faire 2, 3 essais, nous, on pensait déjà, on se projetait sur ça va nous coûter au moins 400 € par mois encore de gynéco. Donc on s'est dit Bah, oui. stop. Donc là, à la limite, on y va une bonne fois pour toutes, et puis on essaye. Ouais, ouais. Et puis tant mieux parce que finalement, on a eu la chance en passant par FIF que ça prenne du premier coup, et que surtout que Léa s'accroche. Et ça, c'était magique parce qu'on avait aussi ce stress de, on est bien consciente, c'est pas parce que on tombe enceinte que la grossesse va aller jusqu'à son terme. Ouais, Et puis nous, on a eu cette chance-là que elle aille jusqu'à son terme. c'est clair. Ouais. Et tout à l'heure, tu me disais hors micro que Anna donc est bulgare, Oui. sans vouloir avoir de présomption sur la difficulté de la perception de cette grossesse en Bulgarie. Comment ça s'est passé pour annoncer déjà votre relation peut-être à sa famille et pour annoncer cette grossesse et l'arrivée de Léa? Alors Anna, elle a fait un combo un peu sur un coup de tête à sa mère pour annoncer et notre relation et son envie d'être enceinte, et qu'on lançait les démarches. Donc moi, j'y ai pas cru, parce qu'elle était partie, parce qu'au début, la maman d'Anna n'était pas au courant de mon existence. Parce que bon, pour la mère d'Anna, sa fille était hétérosexuelle, elle sortait avec des hommes, donc voilà. Et après, si on se replace dans le contexte de la Bulgarie, c'est pas un pays très gay friendly, bien au contraire. Je trouve que c'est un pays, qui est très croyant. C'est c'est un peu à l'ancienne par rapport à nous. Donc Anna, ça faisait peut-être, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Et c'est vrai que l'été, on faisait nos vacances. Moi, j'ai plus de vacances qu'elle, donc je faisais des colonies l'été. Et puis après, on passait 15 jours ensemble. Mais avant, elle allait quand même voir sa mère en Bulgarie. Donc pendant ce temps-là, moi, je faisais ma petite vie, je faisais mes colonies. Et puis un jour, en fait, la maman d'Anna s'est montrée un peu plus insistante sur mais t'es toujours célibataire, mais c'est quand tu vas faire des enfants. Et puis voilà, au bout d'un mois, Anna, elle a dit comme ça. Et ça faisait un jour qu'elle était là. Elle a choisi le début de ses vacances sans savoir comment ça allait se passer. Elle a balancé. Ouais. Puis voilà, donc la maman d'Anna était très surprise, et puis elle se posait des questions, et en même temps, elle n'a pas forcément bien pris, parce que voilà, c'est quand dira-t-on, mais qu'est-ce qui s'est passé, les questions que finalement des parents lambda se posent. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, Ouais. pourquoi ça s'est mal passé avec ton ancien compagnon, enfin c'était plein de questions. Et puis au début, Anna l'a annoncé, après elles sont allées se coucher, puis sa mère est venue frapper à sa porte, puis ils ont parlé, je crois, jusqu'à 5h du matin. Sa mère, elle vidait son sac, elle voulait vraiment comprendre comment c'était possible, mais c'est quoi les différences. Donc bon, c'était moi, je trouve que c'est. En plus, c'est pas. Ouais. Maintenant, pour après avoir rencontré la maman d'Anna, j'imagine la scène. Donc, moi, je trouve ça rigolo, avec un peu de recul. Mais c'est vrai que pour elle, c'était compliqué. Et puis voilà, c'est une petite ville, les quand dira-t-on, les choses comme ça, c'est aussi à prendre en compte. Bien sûr, bien sûr. Donc bon, après, Anna n'a pas beaucoup de famille, donc finalement, les gens en Bulgarie, Anna ne voit que sa mère. Sa famille, elle n'a pas de contact avec eux, parce que ça fait quand même 20 ans qu'elle vit en France. Donc quand elle va en Bulgarie, elle va voir sa mère uniquement. Les gens là-bas ne sont pas au courant de mon existence. Les voisines ou les amis proches de la mère d'Anna sont au courant que Anna a eu un bébé, parce que on envoie des photos très régulièrement, voire tous les jours, à la maman d'Anna. Et du coup, c'est sa fierté, sa petite fille. C'est maintenant, je pense comme beaucoup de grands-parents, au bout d'un moment, on oublie ses enfants, mais focaliser sur les petits-enfants. Donc là, c'est sa petite fille, c'est sa vie. Elle est tellement fière, elle montre des photos tous les jours. Et puis la question, que fait le compagnon d'Anna, elle va répondre, il fait ça, mais je sais même plus quel métier fait son compagnon fictif. Je ne me rappelle plus. Oui, elle a clairement inventé. Voilà.
Parce qu'après, c'est vraiment, elle n'a pas envie d'être au cœur des ragots ou qu'elle ait des problèmes. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, elle voit quand même Léa et elle continue à se voir. Enfin, il n'y a eu aucun... Enfin, oui, elles ont discuté. Ça a été peut-être un peu difficile à avaler, comme pour la plupart d'entre nous, j'ai envie de dire. Oui. Mais elle n'a pas coupé quoi que ce soit. Et, Non. Non, après, Ok. voilà, c'est que Anna et sa maman ont une relation très fusionnelle. Elles sont vraiment très proches. Et je pense que c'était... Alors bien sûr, c'est peut-être pas facile encore par moment pour elle, mais je pense que la plus belle preuve d'amour que sa maman a pu lui faire, c'est d'accepter la situation, parce qu'elle voit finalement que Anna est heureuse, que la petite, elle est bien, elle s'épanouit. Donc voilà, je pense que c'est ce que recherchent tous les parents pour son enfant. Bien sûr, bien sûr. Et donc quand on fait des visios, qu'elle nous voit, moi des fois je me mets sur la vidéo pour tenir Léa quand elle apprenait à marcher, ou des fois je tiens le téléphone pour Anna, donc elle me voit, elle m'entend, elle voit comment Léa elle peut être avec moi. Et puis c'est vrai que comme Anna travaille tard le soir, c'est plus moi qui fais des photos de Léa et j'envoie par WhatsApp à la maman d'Anna aussi pour l'inclure, pour lui montrer un petit peu l'évolution de sa petite. Parce que elles se sont vues en fait qu'une fois depuis la naissance de Léa, parce que il y a eu la Covid qui est passée et puis l'histoire des vaccins, tout ça. Donc la maman d'Anna était venue pendant 2 mois à la naissance de Léa et puis depuis elle l'a pas vue et on espère très fortement pouvoir aller en Bulgarie cet été avec Léa. Et du coup, je vous ai pas demandé comment vous aviez fait le choix de qui porterait. Est-ce que ça a été une évidence? Enfin, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Enfin, la décision, maintenant, on la connaît, Oui. Du coup, c'est Anna qui a porté. Oui. Qu'est-ce qui a été le phénomène déclencheur, en fait? En fait, au début, on s'était dit, quand on a parlé d'enfants, on a dit déjà, il en faut au moins 2. Donc, parce que moi, j'ai dit, je ne souhaitais pas avoir un enfant unique. Bon, j'ai un frère et je sais ce que ça peut apporter, une fratrie, le bonheur de jouer ensemble. Donc même si c'est pas enfance, adolescence, mais en tout cas j'ai de très bons souvenirs avec mon frère durant mon enfance et je souhaitais que mes enfants puissent avoir un petit peu ces valeurs-là, la fratrie, tout ce que ça pouvait apporter. Et donc on s'était dit au début, Anna porterait le premier puisque elle est plus âgée et traitons l'urgence. Et puis moi le deuxième. Ça s'est fait très rapidement. C'était naturel. Voilà. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui vous repasseriez par le Danemark si vous deviez partir sur un nouveau parcours, ou est-ce que vous vous laissez le temps pour le moment? On en parle beaucoup parce que là on est justement sur des projets de famille. Là justement on est en train d'essayer d'acheter une maison pour pouvoir lancer le projet de BB2. Donc c'est déjà bien ancré dans nos pensées de quand est-ce qu'on pourrait se relancer sur BB2. Pour des raisons médicales, ce sera Anna qui portera le deuxième enfant. Moi, je peux pas porter d'enfant. J'ai des problèmes de santé assez importants et Qui font que... voilà. Donc ils font que je ne pourrais pas porter d'enfant et on retournerait au Danemark tout simplement parce que finalement les embryons sont là-bas. On s'était renseigné au moment de... En fait, quand on avait eu la conception de Léa, très rapidement, en fait, on avait posé des questions. C'était à savoir, est-ce que moi, par exemple, je pourrais porter les embryons d'Anna donc eux là-bas, ils font pas de méthode repas. Donc ils m'ont dit, si vous voulez essayer, il faudrait vous faire livrer les embryons en Espagne, par exemple, qui eux pratiquent cette méthode. Après ils ont dit il y avait beaucoup de risques de fausses couches. J'ai dit bon, ok, on avait ça en tête. Après moi j'ai eu mes petits soucis de santé qui font que finalement j'ai eu confirmation il y a quelques mois que je ne pourrais pas porter d'enfant. Donc Anna, ça a été le plus beau moment de sa vie, la grossesse. Elle était heureuse et épanouie. Donc avec les hormones, elle pleurait pour une émission toute bête. Elle lisait un livre. Alors je me rappelle, elle lisait un livre je me rappelle plus son nom, mais que tu avais fait un podcast justement. Marie-Clémence. Voilà, Marie-Clémence. Et je me rappelle. Et moi souvent je lui parle de ce passage, de ce moment-là, parce que ça me faisait rire parce qu'Anna se reconnaît beaucoup à travers ce livre. Et puis elle s'est mise à pleurer devant le livre sur le balcon pendant le confinement. Et ah ouais, non, mais c'était génial. Et elle pleurait pour des fois juste voir un oiseau, pour plein de choses. Mais à côté de ça, elle était épanouie et heureuse. Et j'ai envie de dire, quelque part, tant mieux si elle peut revivre ça une deuxième fois. Oui, complètement. C'est super de le prendre de cette façon-là. Oui, voilà. Et du coup, là, oui, en plus, avec les embryons au Danemark, ça va aller
probablement un peu plus Un vite. petit peu plus vite. Après, il faut savoir que, bon, bah là, Anna va avoir 40 ans cette semaine. Ça risque d'être un peu plus... bon, les chances risquent d'être amoindries. Au Danemark aussi, on avait posé la question de, bon, bah, il nous reste 5 possibilités au final, mais est-ce que finalement, on peut pas mettre 2 embryons en même temps? Parce que là-bas, il faut savoir que à chaque fois qu'on fait un essai ou une tentative, quand on passe un fil, c'est que à chaque fois ils mettent un seul embryon à la fois. Ils en mettent pas plusieurs pour éviter tout ce qui est jumeaux ou triplés dans certains cas. Par exemple. Voilà, donc eux ils évitent, mais par contre passé 40 ans, ils peuvent en mettre 2. Donc nous là, on s'est déjà posé la question, est-ce qu'on tente en sexe chance, est-ce qu'on tente en jumeaux, tout ça. On est plutôt en fait très avancé dans notre réflexion. Il n'y a plus qu'à attendre que la maison, le projet se concrétise vraiment, et puis peut-être qu'autour de l'été, on va retenter notre chance, et puis on espère pour un bébé 2. On va tout croiser pour vous. Merci. Je t'en prie. En tout cas, ce que je retiens, c'est que vous avez eu un beau parcours au Danemark et que vous avez été plutôt très très bien reçus, accompagnés, et puis surtout dans beaucoup de bienveillance et d'acceptation, j'ai envie de dire, ce qui semble logique en soi quand on le dit comme ça, mais bon, c'est pas forcément évident partout. Mais dès qu'on passe la porte de cette clinique, tu vois, c'est dans un petit immeuble, un petit appartement, on passe par une petite cour, on se sent vraiment pas rentrer dans une clinique ou vraiment pas l'aspect médical, et on rentre, on voit des photos de bébés, on voit, alors c'est drôle, il y a une carte de l'Europe ou même du monde, et puis les gens quand ils viennent, ils mettent une petite fléchette d'où ils sont originaires, donc on voit à peu près toutes les personnes du monde entier qui sont venues. Il y en a qui mettent leur département ou leur pays, enfin c'est génial. Et après, une fois par an, là-bas, ils font un rassemblement de tous les bébés qui sont nés en fait là-bas. Donc il y a des photos tous les ans de plein de petites têtes blondes, parce que c'est vrai que c'est principalement des blonds quand même au Danemark. Oui. Mais bon, il y a quelques bruns, ce n'est pas que des blonds. Mais oui. Ouais, donc c'est tout pour pour donner de l'espoir, de la bienveillance. Enfin, ah oui, mais je me suis toujours sentie bien, alors que pourtant c'est un moment hyper stressant, hyper angoissant. On fait tout pour être détendu, et même une fois qu'on a annoncé, ce qu'ils demandent si ça a marché, une fois qu'on a annoncé la grossesse, c'est eux qui nous envoyaient un mail pour savoir si Anna avait bien accouché, si ils prenaient des nouvelles. Chouette, ouais. Et c'est là aussi, mais ils sont vraiment bien en fait, sans regret. Eh ben écoute, en tout cas c'est une chouette histoire de parcours, et clairement ça ouvre une opportunité de plus. Alors c'est vrai que maintenant on a la France qui est ouverte, mais finalement il y a encore quelques parcours qui vont se jouer à l'étranger de façon assez certaine, notamment pour cette histoire de donneur, enfin cette histoire, c'est très mal dit, mais bon, notamment par rapport aux donneurs anonymes et semi-anonymes, puisque pour le moment en France les stocks sont encore sur de l'anonymat, donc voilà. Et puis ils sont pas non plus trop grands les stocks, malheureusement. C'est vrai que c'est regrettable. Bah écoute, pour le moment ça a l'air de rouler. Ils ont l'air d'avoir des stocks qui sont suffisamment importants pour qu'ils aient besoin de déstocker. Tant mieux. donc tant mieux, profitons-en, c'est le moment. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, on le sait, il y a des parcours qui continueront à se jouer à l'étranger, notamment sur des FIV-ROPA, notamment sur peut-être de la sélection d'embryons, parce que pour problèmes génétiques qui ne sont pas encore validés en France, enfin ce genre de choses. Je te remercie beaucoup, Émilie. Et puis, écoute, franchement, j'étais vraiment curieuse de découvrir ce parcours au Danemark, parce que pour moi, c'est un pays de cœur. Clairement, mes filles sont demi-danoises aussi, puisque le donneur est danois, malgré le fait qu'on soit passé par la Belgique. Et je pense que si on avait connu l'existence à l'époque du Danemark, c'est possible qu'on se serait directement dirigé vers le Danemark. Mais c'est vraiment, moi je le conseille à tout le monde. Enfin, ce qui était rigolo, c'est que j'avais un moment pendant le confinement, j'avais fait une espèce de visio avec des copines qui souhaitaient être maman. Et il y en a une, j'ai conseillé le Danemark, et elle est passée par le Danemark, et puis elle a donné naissance à une petite fille il y a quelques mois. Donc voilà, comme quoi il se passe de belles choses là-bas. C'est ça. Ça a l'air d'être une clinique efficace, toujours est-il. Oui, très, très efficace. Et voilà. Donc, moi, j'ai à part dire, elle est vraiment top. Je sais pas quoi dire plus. Bah écoute, c'est noté. Je te remercie beaucoup, Émilie, et puis je te dis à très bientôt. Ça marche, à très bientôt, et puis merci à toi. Je t'en prie.
Je vais compléter cet épisode avec quelques données qui pourront peut-être vous aiguiller dans votre choix. Au Danemark, l'âge maximum pour pouvoir avoir accès à un traitement de PMA est de 45 ans pour une femme. Les femmes seules et les femmes en couple sont bien évidemment acceptées dans les traitements de PMA et la sélection d'embryons est possible uniquement dans le cadre de la transmission possible d'une maladie génétique. Dans le cadre d'une FIV, le maximum possible d'embryons implantés est de 2. Vous pouvez avoir accès maintenant, depuis 2018, à un double don. Dans le cadre d'un don de sperme, le maximum d'enfants possible par donneur est de 12. L'âge limite de don de sperme est de 45 ans. Les donneurs peuvent être anonymes ou ouverts. Et vous pouvez trouver des donneurs de toutes les origines possibles. En termes de dons d'ovocytes, les chiffres sont les mêmes. 12 enfants possibles par donneuse d'ovocytes. En revanche, les donneuses sont essentiellement scandinaves ou caucasiennes. Le don d'ovocytes est aussi soit anonyme, soit ouvert. Au Danemark, le don d'embryon n'est pas possible. Les informations sont relativement difficiles à trouver concernant les accès au Danemark. En revanche, je vous conseille d'aller sur le site fertilityclinicboard.com, dont je vous remettrai le lien dans la publication Instagram de l'épisode. J'espère vous avoir ouvert des possibilités. Si cet épisode vous a plu ou que vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux essentiellement. Vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute, principalement Spotify. Et enfin, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien_podcast, pour poursuivre la discussion autour de ce pays d'intention ou en commencer de nouvelles. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.